Vous entendez mieux avec ou sans micro? Alors on va essayer sans micro. Bon, je crois que là, il y a unanimité. Cher Jean-Marie Rouart, merci beaucoup d'être là, parce qu'en plus, vous êtes là même héroïquement, malgré un amago. Alors, c'est vraiment très gentil de ne pas avoir annulé. Bah non, mais bon. Voilà, donc... Il y a le monde qui va annulé. Ah bah écoutez... C'est mon but depuis le temps que je rêve de venir ici. Oui, mais vous êtes venu une fois, mais là, le fait de venir une deuxième, c'est bien. C'est la consécration. Je me rapproche de chez Modiano. Oui, voilà. Ça peut donner des idées au Nobel. Non, mais finalement, c'est beaucoup mieux que l'Académie française de venir à la procure. 100 fois mieux. Ah bon? Mais je me suis dit que j'avais plus de chance de venir à la procure si j'étais élu à l'Académie française que sans. Vous savez, on n'est pas comme ça, nous. On vous aurait même pris sans l'Académie. On ne sait jamais. Oui, vous avez raison. On a beau critiquer l'Académie, finalement j'ai remarqué que les gens... mais c'est plutôt vrai en province et à l'étranger. Les Parisiens sont extrêmement irrévérencieux vis-à-vis de l'Académie. Et d'ailleurs, vous avez pu voir, l'Assemblée nationale, récemment, on a infligé une amende à un malheureux député qui avait revendiqué l'enseignement de l'Académie française. Il a dit, Madame le Président, allez, 1500 € d'amende, parce que c'était l'Académie française. Et c'était pas, d'ailleurs nous en avons parlé, je ne devrais pas vous le dire, mais je ne peux pas m'en empêcher, parce que de toute façon je dis tout. Et dans le livre, on le voit, on va en parler. Voilà, je dis tout. Mais dans des domaines, heureusement, moins arides que ceux de l'Académie. Et donc, nous en avons parlé, et c'est vrai que c'est quand même scandaleux, pardon, mais qu'un règlement de l'Assemblée nationale soit supérieur à cette mission qui est celle de l'Académie. Mais l'Académie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait simplement que nous dire ce qu'est l'esprit de la langue française. Non, mais c'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Non, mais vous savez, on est, pour reprendre une expression vraiment très française, cul par-dessus tête. Voilà, on est cul par-dessus tête, on ne sait plus. Vraiment, monsieur Giscard d'Estaing parle de décadence, de déclin, et surtout, on est dans le n'importe quoi, dans tous les domaines. Alors, on voit une dame à la Chambre des députés qui dit, mais de toute façon, les académiciens sont des vieux cons, on n'a aucune raison de suivre leurs conseils, ils sont contre les femmes. Pardon, mais ces femmes, et avec tout le respect que j'ai pour les femmes, et vraiment je crois l'avoir prouvé dans ma vie et dans mon œuvre, ça c'est sûr. C'est une idiote. Et c'est pas parce que c'est une femme, ça serait un homme, je dirais c'est un idiot. Mais c'est une idiote parce qu'elle n'a rien compris à la langue française. La langue française n'est pas contre les femmes. C'est comme si vous disiez le soleil est masculin, la lune est féminin. J'y suis pour rien. Ni les académiciens. Ça me rappelle ce mot, je crois que c'était Mauriac, on lui disait vous êtes contre l'Allemagne, il disait tout contre. Et peut-être, Jean-Marie Rouart, vous êtes contre les femmes, vous tout contre. C'est un petit peu le thème de votre livre. Ça commence chaud, c'est très chaud. Là, vous m'avez tendu une perche, si je puis me permettre. Bon, Jean-Marie Rouart, merci d'être là. Je ne vais pas vous présenter parce que j'ai été traumatisé en lisant votre livre par la narration d'une rencontre en librairie, ça me fait rire rien qu'en en parlant, d'une rencontre en librairie où, on ne dira pas quelle librairie c'était, mais où il y a un petit problème de présentation et où le monsieur qui devait vous présenter vous a accueilli comme Jean-Marie Renard de la Comédie Française. Non, c'est pas ça? Jean-Marc Renard de la Comédie Française. Alors, j'ai tellement peur de faire un impair. Mais ça fait du bien, je vous le dis. Parce qu'il y a un grand danger. Il y a un grand danger quand on a un peu de succès, ce qui a été mon cas, après tellement d'insuccès, parce que ma vie s'est tissée par l'insuccès, et encore aujourd'hui, vous voyez, je rate le Nobel, eh bien, elle est tissée par l'insuccès, et nous aurons peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, et ça fait du bien, parce que le jour où on est élu à l'Académie, on se prend quelques jours, là, on a du mal à passer par les portes, enfin certains, en tout cas, pas moi. Parce que moi, le jour où j'ai été élu, on m'a dit, vous êtes heureux? J'ai dit, non, je suis inquiet. Mais pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet parce que j'ai eu 16 voix plus que Balzac. Vous voyez, ça fait que tout de suite, j'ai relativisé. Mais quand cette personne s'est trompée sur mon nom, surtout, je me suis dit, au fond, ça fait du bien, parce que rien n'est pire que de se prendre au sérieux. C'est la mort. Et hélas, je crois qu'il y a quelques écrivains,
pas de ceux qui viennent à la procure, bien entendu, eh bien, qui se prennent au sérieux. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls, les malheureux. Il y a un peu partout des gens qui se prennent au sérieux, et je crois que c'est le défaut que j'essaierai d'éviter le plus possible. Mais j'ai pas de mal, parce que moi, je suis resté un adolescent qui tente de frapper aux portes, qui a l'impression de faire du surplace. Je suis resté stagiaire. Vous savez, même à l'académie, quelquefois, je dis, vous devriez faire ça, puis je dis, mais finalement, j'en fais partie. Je n'ai jamais adhéré complètement, si vous voulez, je n'ai jamais capitalisé mes succès. J'ai une maladie, c'est que ce que j'obtiens, péniblement, laborieusement, comme le bac d'ailleurs, eh bien, très vite, je considère que ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est quelque chose que je ne peux pas atteindre. C'est le pays où on n'arrive jamais. Voilà, c'est ce but qui fait écrire. Alors, merci Jean-Marie Grouard. Alors, ce livre est un régal parce qu'on rit beaucoup, et puis on ne fait pas que rire, il y a des moments de grande sensibilité, de grande tendresse. Et ça commence au fond, enfin il y a une sorte d'aller-retour entre le jeune homme que vous étiez, je crois que c'est 17 ans en 60, et puis le grand académicien que vous êtes devenu, et qui donc est confondu avec un acteur de la comédie française, comme on disait actuellement. Et il y a cette espèce de jeu d'aller-retour où on se promène comme ça avec un sorte de fil rouge qui est une relation avec une jeune femme, on va y revenir. Simplement, j'ai envie de vous demander de nous dire qui était le Jean-Marie Grouard de 17 ans. Ah, ça c'est une question terrible. Je sais. Ce que j'étais à 17 ans, que ce livre, ça s'intitule roman, mais bien sûr c'est pas un roman. C'est une autobiographie, mais j'ai choisi dans mon autobiographie, dans ma biographie, ce qu'il y avait d'amusant, et j'ai essayé de le reconstruire, et j'ai choisi que les épisodes romanesques. Alors à 17 ans, c'était épouvantable. Et c'était épouvantable parce que, d'abord, je ratais mon bac. J'avais énormément de mal à avoir mon bac. Je vous dirai pas combien de temps j'ai mis, à peu près comme pour l'académie, c'est-à-dire que j'ai mis 3 ans pour avoir... Il faut dire, c'était pas le bac d'aujourd'hui. Le bac d'aujourd'hui, ça je l'avais tout de suite. Alors ça, vraiment, alors là, le bac d'aujourd'hui, non, j'aurais, je sais pas, moi j'aurais une mention bien. Enfin bon, non, mais le bac de cette époque, latin, grec, c'était extrêmement difficile parce que j'avais bien sûr choisi, j'ai toujours vécu et agi au-dessus de mes moyens. C'est-à-dire, je voulais faire normale supérieure, j'avais beau être nul, j'avais toujours ce désir d'aller vers le plus haut. Et donc, tenez-vous bien, la 3e reprise, où je passais mon premier bac, eh bien, je réussis en travaillant d'arrache-pied. Parce que je suis pas... Non, vraiment, je travaillais. C'est pas comme les cancres qui sont là, qui vont se promener. Non, pas du tout, moi je travaillais. Et je comprenais rien. Et bien, la 3e reprise, tenez-vous bien, il fallait avoir 10 de moyenne pour être reçu. Et si vous aviez 7 de moyenne, vous pouviez passer l'oral, le rattrapage en septembre. Eh bien, moi j'ai réussi à avoir 6,90, mais grâce à la course à pied, parce que j'étais je suis resté un coureur d'ailleurs, mais grâce à la course à pied, j'ai obtenu les 20 points, j'ai pu passer in extremis la barre, et enfin j'ai été reçu, alors bien entendu, après j'ai été recalé ma philo une première fois, j'ai raté ma première année de droit, et enfin j'ai raté ma première année de lettres, donc c'est pour ça que je suis devenu journaliste, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution, parce que là on peut dire n'importe quoi, personne ne vous contredira, vous pourrez juger le président de la République, le Premier ministre, et décider de la politique de la France, et personne ne pourra vous corriger. C'est ça ce qui m'a plu dans le journalisme. Je plaisante, bien entendu. Mais donc, à 17 ans, je ratais mon bac, et en plus, j'étais complètement fauché. J'étais fauché, et je vivais dans une chambre de bonne, en plus une chambre de bonne au 6e étage, au 8e étage, qui sentait le graillon, parce que la voisine faisait des cuirs, sur la poêle, des poissons épouvantables. Et quand j'avais une petite amie qui venait, je lui demandais d'allumer des bâtonnets d'encens, ou m'enduire de vétiver, vous imaginez. Donc c'était épouvantable. Mais enfin, je dois apporter une précision quand même, parce que je ne veux pas déshonorer la procure quand même. Eh bien, ce qui concerne mon bac raté et mes mauvaises études, j'ai eu la surprise, il y a 3 ans, de voir une association de surdoués, qui s'est adressée à moi en me disant « Nous avons décidé de vous élire comme président d'honneur
parce que vous paraissez avoir tous les symptômes du surdoué. Je dis, mais pas du tout, je suis simplement nul. Pas du tout, mais les surdoués disent toujours ça. Venez à Strasbourg. Alors je suis arrivé à parler, je me suis dépêché à Strasbourg. Et là, j'étais fêté. Et dès que je disais, mais non, je comprenais rien, c'est typique du surdoué. Voilà, caractéristique. Je suis reparti gonflé, et vraiment gonflé. J'ai regretté que mes professeurs ne soient pas là pour assister à mon apothéose et mes parents, mes malheureux parents, qui auraient été bien heureux. Donc, tout allait mal. En plus de tout cela, donc j'étais fauché, et en même temps, dans ma famille, il y avait chez ma grand-tante, il y avait 13 manets sur les murs, il y avait un château, chez mon grand-père, il y avait le portrait de par Renoir de ma grand-mère, il y avait des coraux, et moi j'étais complètement fauché. Voilà, je ne vous expliquerai pas, c'est trop compliqué, il faut lire mes livres, vous le verrez. Et donc j'étais fauché, et j'étais amoureux d'une jeune fille. Ça, c'était le seul point positif. C'est que j'étais fou amoureux d'une jeune fille extrêmement chic. Déjà, j'étais un peu snob. Je veux dire que dans Balzac, il y a que des comtesses, des duchesses, des princesses. Et dans Stendhal aussi. Et donc, j'étais amoureux d'une jeune fille, qui était d'une famille de la rue de la Pont, 16e arrondissement, où il n'y avait que des duchesses, des comtesses et des princesses. Et bien, ce qui est ennuyeux, c'est qu'évidemment, moi, le père, tout de suite m'avait pris en grippe. Parce que j'imagine, il espérait pour sa fille un beau parti, et moi, j'étais le parti exécrable. Parce que j'étais roturier, et j'avais tout contre moi. Et donc, dans cette famille, j'étais extrêmement ébloui par cette famille, extrêmement chic. Mais un jour, j'ai découvert une chose horrible, que la jeune fille me trompait. Et en plus, elle me trompait avec un crétin. Et j'ai remarqué que les femmes me trompent toujours avec des crétins. Parce qu'elle m'aurait trompé avec un homme remarquable, avec quelqu'un comme moi. Je n'aurais pas voulu. Mais là, c'était vraiment avec un crétin. Et alors, j'étais désespéré. Et j'ai commis, alors, dans cette famille, une chose épouvantable. Je suis allé acheter un livre un jour sur le quai qui m'a beaucoup intéressé par son titre. C'était pas la procure, je vous le promets. Il s'appelait Psychopathia Sexualis. C'était un Ça livre... pourrait être à la procure. C'était pas la procure a beaucoup changé depuis que j'ai... Et je pensais qu'il y avait plutôt les romans de Mauriac, mais plutôt que les livres sur les perversions sexuelles. Donc ce livre, Psychopathia Sexualis, je l'achète, je me dis ça peut toujours servir, on ne sait jamais. Je suis toujours été curieux. Et je fais cette bêtise, j'inscris mon nom sur la couverture. Et qu'est-ce que je fais? J'oublie le livre sur la table du salon de ces gens extrêmement chics. Donc le père a découvert le livre, c'était épouvantable. Non seulement j'étais fauché, non seulement j'étais pas aristo, mais en plus j'étais un pervers sexuel, c'était atroce. Et dans cette famille, il y avait quelqu'un qui, bien entendu, à qui on dressait le tapis rouge, quelqu'un qui avait tout pour lui, quelqu'un qui était à la fois aristocrate, quelqu'un qui était fils d'ambassadeur, quelqu'un qui était agrégé de philosophie, quelqu'un qui avait une Mercedes 300 SR, quelqu'un qui avait les yeux bleus, et qui s'appelait Jean d'Ormesson. Alors, Jean-Marie Roy, vous nous présentez cet aspect de cette histoire qui est un peu le fil rouge du livre de manière très, très drôle, mais dans le livre, il n'y a pas que cet aspect, parce que finalement, vous faites un portrait très beau, finalement, de cette jeune fille, Solange, qui elle-même n'est pas toujours très à l'aise avec son corps, elle a une blessure à la lèvre. Alors on ne sait pas si ça se voit tellement où elle en fait un fromage, mais enfin en tout cas, on voit bien que vous, sous les allures de rigoler, vous savez nous dire qu'il y a des choses dans la vie qui ne sont pas toujours très faciles. Oui, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a dans ce livre des éléments un peu pathétiques, mais j'ai essayé, si vous voulez, j'essaie en général, de dissimuler le pathétique et de ne pas assister. Moi, je ne suis pas juif, mais j'adore l'humour juif. Et qu'est-ce que c'est que l'humour juif? C'est de plaisanter sur ses souffrances et d'essayer d'avoir un peu d'humour sur ses souffrances. Alors, bien sûr, quand je vous parle, j'essaie un peu de vous montrer ce qui est le plus amusant dans le livre. Et c'est vrai qu'il y a ce passage qui est encore maintenant, qui a fait que j'ai tellement tardé à parler de cette jeune fille, parce que j'ai écrit plusieurs livres sur ma vie, l'un s'appelait Une jeunesse de la lumière, l'autre Nous ne savons pas aimer, et j'avais du mal à parler de cette jeune femme qui est morte, parce qu'elle était blessée, et ce qui m'avait amené à elle, c'était la pitié.
C'est très curieux parce que cette jeune femme, en effet, était très, très belle, mais elle avait une blessure à la lèvre, et qui se voyait, qui était très visible. Et au départ, si j'ai eu cette relation avec elle, c'était un soir, parce que j'étais complètement esselé, tout le monde m'avait abandonné, il n'y avait plus qu'elle. Donc j'ai concédé, si vous voulez, avoir une aventure avec elle, mais elle m'a un peu forcé la main, et je l'ai fait avec un réflexe chrétien. C'est ça qui m'a très étrange, un réflexe chrétien de se dire finalement, elle est blessée extérieurement, moi je suis blessé intérieurement, finalement nous sommes semblables. Et cette relation est partie, vous voyez, sur la pitié. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est extrêmement douloureux, d'autant plus qu'après, très vite, je suis tombé fou amoureux d'elle. Et j'ai oublié la pitié, et c'est devenu une femme qui vraiment était une grande passion. Elle me trompait, et je la comprenais de me tromper. C'est ça qui est compliqué, c'est que je lui pardonnais parce qu'elle était blessée, et que je sentais bien qu'elle avait besoin de se redonner une confiance en elle-même. Et donc, c'est vrai que c'est une histoire très pathétique, au fond, très triste et en même temps lumineuse, parce que c'était une femme lumineuse. Et puis, donc, nous avons été séparés un peu parce que le père est arrivé à ses fins. Elle s'est mariée, mais elle ne pouvait pas se détacher de moi. C'est ça qui était épouvantable pour elle, enfin, pas pour moi. C'est-à-dire qu'elle revenait sans cesse, malgré son mari, malgré... voilà. Elle ne pouvait pas, cette histoire d'amour un peu Roméo et Juliette. Voilà. Enfin, tout cet aspect-là, je n'ai pas voulu vous montrer cet aspect, parce que c'est l'aspect un peu pathétique du livre, et qui tricote, en fait, ce livre entre le pathétique et l'humour. Voilà. D'ailleurs, il y a un écrivain qui s'appelle Simon Leys, qui avait lu mes livres, pas celui-là, mais les précédents, qui m'avait dit c'est curieux, vous êtes un romantique avec de l'humour, et c'est contradictoire, parce que les romantiques n'ont pas d'humour, et les gens qui ont de l'humour ne sont absolument pas romantiques. Voilà. Je suis obligé de me déchirer entre les deux aspects. Alors, vous disiez tout à l'heure qu'au fond, vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez et vous cherchez finalement autre chose qui vous échappe tout le temps. À 17 ans, quels étaient vos rêves? Vous vouliez être un grand écrivain? Oui, même avant. À 13 ans, je me souviens, je vous raconte l'anecdote, eh bien, comme j'étais absolument nul en classe, déjà à 13 ans, je vais commencer très tôt à être nul, eh bien, mes parents, qui étaient très liés au milieu catholique, et notamment à Monseigneur Maillet, le chef de la manécanterie des petits chanteurs à la Croix de Bois, avaient décidé de me faire entrer dans le petit chanteur à la Croix de Bois. Et on m'a, bien sûr, on a fait venir le Monseigneur, et les grandes sommités de l'Église qui étaient là. J'ai chanté, j'ai vu la consternation se peindre sur leur visage, mais à cette occasion, on m'a fait faire une dictée, et j'ai fait une dictée, et le professeur est venu me voir et m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard ?» J'ai dit « Je voudrais être écrivain. » Mais oui, il a raison. Il dit « Ah, il faudra commencer par faire moins de fautes d'orthographe. » Donc, vous voyez, la date, elle est précise, c'est l'âge de 13-14 ans. Donc, j'avais cette vocation, mais vous savez, la vocation d'être écrivain, je crois qu'à 13 ans, ou à 14 ans, tout le monde a envie d'être écrivain. Et puis d'ailleurs, tout le monde, même après, tout le monde a envie de s'exprimer et d'exister, donc c'est pas une preuve. Et ce qu'il y a de vrai, c'est qu'à 20 ans, j'ai écrit mon premier roman, et ce premier roman, qui avait été tapé à la machine par ma mère, qui le trouvait excellent d'ailleurs, elle était la seule, et a été refusé par 13 éditeurs. 13 éditeurs, donc je commençais, vous voyez, très très mal depuis une certaine période. Quelle était mon ambition? Mon ambition, c'était bien sûr d'écrire, mais je me disais que je n'y arriverais jamais. Je me disais que je n'y arriverais jamais, que j'étais pas... Donc je manquais de ce qu'il fallait pour devenir un écrivain. Mais j'essayais, je voulais me mettre dans la perspective de faire quelque chose de grand. Je ne savais pas quoi, mais quelque chose de grand. Et j'avais, heureusement, une grande faculté, c'est la faculté d'admiration. J'admirais tout ce qui était grand. J'admirais Napoléon, ce qui m'a lui aussi sauvé la vie. Parce que, en lisant sa vie, je me suis rendu compte à quel point il avait vécu dans les échecs. Et puis j'admirais Alexandre le Grand, Jules César, la vie des hommes illustres. J'admirais les grands écrivains, Stendhal, Balzac, Montaigne, voilà. Donc j'admirais, je me disais, j'aimerais faire quelque chose de grand, quelque chose, si possible, quelque chose d'artistique, parce que je vivais dans une famille d'artistes, mon père était peintre, mes deux arrière-grands-pères étaient peintres, donc on vivait dans ce milieu, et c'était notre aristocratie, c'était les artistes.
Alors, vous avez, vous parlez donc de cette époque de jeunesse. Vous avez aussi un petit chapitre central du livre sur, très beau d'ailleurs, qui détonne dans le ton du livre, sur l'enfance, puisque vous racontez que vous avez finalement vécu, vos parents vous ont laissé, quand vous aviez 4 ans, je crois, à un couple de personnes plus âgées qui se sont occupées de vous pendant combien de temps? Plusieurs années? 4 ans. Puis après, les parents sont revenus sur la scène. C'est quand même des entrées en vie pas très simples. J'étais pas abandonné, mais enfin, j'étais pendant 4 ans confié à des pêcheurs de l'île de Noirmoutier, qui étaient absolument merveilleux. Et c'était un changement total, bien sûr, d'univers. Vous voyez, entre passer des tableaux de Manet à des gens qui vivaient sans eau, sans gaz, sans électricité, sans rien, mais dans un bonheur merveilleux, et surtout dans un amour. C'est des gens qui étaient extrêmement, qui m'adoraient, et qui m'ont élevé, et j'ai vécu, c'est ce qui m'a donné. C'est pour ça qu'à un moment dans le livre, je parle de Lévi-Strauss, avec lequel je me suis senti toujours beaucoup d'affinité, parce que Lévi-Strauss, comme vous le savez, avait fait Normal Supérieur, ce que hélas je n'ai pas fait, et il a été ensuite, il est resté pendant assez longtemps chez les Bororo, et avec un, je ne sais pas s'il avait un étui pénien, mais enfin, vous voyez, il était dans le nez, mais enfin bref, c'était des conditions très différentes de Normal Supérieur. Ça ne rappelait pas du tout les bizutages de Normal Supérieur. Donc, et Lévi-Strauss s'est trouvé déchiré entre deux mondes. C'est-à-dire que le monde complètement animiste, le monde magique, les Bororo, ce monde complètement dans la nature, puis ce monde d'extrême civilisation, du Collège de France, eh bien, finalement, il n'adhérait ni à l'un ni à l'autre. Il errait entre les deux, il y avait une sorte d'errance intellectuelle, et aucun milieu, finalement, n'était le sien. Et pardon, alors je fais une comparaison un peu osée, évidemment, avec Lévi-Strauss, et je dis que moi, j'ai ressenti la même chose. J'ai été plutôt curieux de tous les milieux dans lesquels je suis allé, et j'ai eu le désir de pénétrer tous ces milieux. C'est pourquoi il y a un peu de l'ethnologie du dimanche dans mon livre. C'est-à-dire que je dépeins ce monde des pêcheurs, qui est un monde vraiment idyllique, rousseauiste, et je décris le monde de ma famille, je décris aussi le monde très snob de cette jeune fille au cru de la pompe, et je décris aussi le milieu plus tard de Maurice Reims, qui vivait au milieu des objets d'art, et qui était encore un autre milieu, le milieu de la famille Agnelli, où j'ai passé souvent des vacances. Donc j'ai toujours eu cette curiosité, que les gens soient riches, soient pauvres, qu'ils soient intelligents, que je le sois moins. Ce qui m'a intéressé, c'est de voir finalement la coexistence de ces milieux et de voir finalement, de rechercher toujours l'humain. Voilà, l'humain. Ce qui m'intéressait, c'était l'humain, finalement, et de se dire, j'ai cherché une forme d'universalité, voilà, à travers tous ces milieux, mais ça m'a amusé en tant qu'écrivain de les décrire. Ça veut dire aussi peut-être que vous gardez toujours une distance par rapport au milieu dans lequel vous évoluez. Oui, parce que rien ne me paraît plus absurde. Vous savez, ça m'est arrivé au moment de l'affaire Omar Rada. Je ne le savais peut-être pas, mais je me suis engagé en faveur d'un jardinier marocain. On se souvient. Eh bien, non, vous êtes gentil. Eh bien, les gens ont été sidérés. Surtout les gens de la partie adverse, c'est-à-dire ceux qui m'ont fait condamner à 100 000 euros. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que vous allez faire du côté d'un jardinier marocain? Vous-même, vous êtes de la grande bourgeoisie, ils ignoraient que j'étais complètement fauché. Enfin bref, ils me considéraient comme un grand bourgeois et ils pouvaient trouver invraisemblable que je puisse prendre fait des causes et un certain nombre de risques pour un jardinier marocain. Et ils n'avaient rien compris, ils n'avaient absolument rien compris. Mon engagement, c'était un engagement pour la justice, pour la France, pour l'idée que... Et ça n'avait rien à voir. Moi, je considère que socialement, je ne me sens pas, quand j'ai défendu également les prostituées, vous savez que j'ai beaucoup milité en faveur des prostituées, j'ai même fait la préface d'un livre sur le livre noir de la prostitution, eh bien, si j'ai aimé les prostituées, j'en parle dans mon livre, je parle de cette visite aux prostituées avec des militants chrétiens de l'association Captifs à la Libération, eh bien, si j'ai été visiter ces prostituées, leur distribuer des préservatifs, eh bien, c'était parce que je considérais que c'était l'extrême malheur humain. Vraiment, la question de la féminisation de ces femmes, je crois que là, vraiment, les féministes devraient aller là où je suis allé, à Vincennes, ou au Bois de Boulogne, elles verraient ce
ce que c'est l'extrême malheur pour une femme, la descente aux enfers, l'esclavage, je peux représenter la prostitution. Donc, vous voyez, moi je ne me sens pas, disons, je n'adhère pas à un milieu social. Moi j'essaie, bien sûr, j'ai des réflexes sociaux, je suis comme tout le monde, je préfère une certaine forme d'élégance sociale, c'est sûr, mais en même temps, dans mes combats, dans mes affections, dans mes amours, j'ai essayé d'aller vers des êtres humains et des gens qui avaient des qualités humaines. Voilà, ce qui compte pour moi, c'est les qualités humaines, et à la fois, bien sûr, l'intelligence, bien sûr, le talent, mais surtout la bonté. Alors, il y a quelque chose moi qui m'a beaucoup plu dans votre livre, c'est vraiment les portraits. Vous avez un art du portrait et il y en a plusieurs, certains très drôles, d'autres plus tragiques. Et dans ceux qui m'ont saisi, il y en a vraiment deux. Il y a celui de Franz-Olivier Gisbert, que je trouve très beau parce qu'il est... Moi, je l'ai lu comme un portrait plein d'amitié et de lucidité, mais justement... Alors voilà, justement, j'aimerais le savoir. Et puis, il y a celui qui est terrifiant, donc il m'a terrifié, de François Nourricier. Alors là, on sent... j'ai eu l'impression de me trouver face à lui, là, face à Fouché, face à un personnage extrêmement inquiétant. Vous pouvez nous dire deux mots, alors peut-être pour Franz-Olivier Gisbert, il l'a mal pris, c'est une de mes questions aussi que je vais vous poser. Vous dites le nom des gens sans problème. Oui, mais mon but, c'est pas... Pardon, moi j'adore faire plaisir dans les salons, quand je vois des gens, dans les signatures. Je suis là pour être courtois, amical. Et quand j'écris, c'est un peu différent. Quand j'écris, à quoi ça servirait finalement d'édulcorer les choses, de faire des portraits de lièvres? Ça n'a pas d'intérêt. Vous savez, c'est comme un peintre. Vous regardez les portraits d'Holbein, de Dürer, ce sont des portraits, il cherche une vérité. Il cherche une vérité, c'est pas une sévérité. Moi, je suis peut-être un des seuls à ne jamais juger. Ça ne m'intéresse pas de juger. Vous savez, vraiment, je peux me juger moi-même, sévèrement, mais les autres, je ne les juge pas, j'essaie de les comprendre. Mais, tout en les comprenant, j'essaie de les dessiner tels qu'ils sont en profondeur. Et dans le cas à la fois de Gisbert et du Nourricier, j'ai fait des portraits avec leurs ombres, mais en même temps, pour les deux, je trouve que c'est deux personnes tout à fait exceptionnelles. Des gens qui d'abord sont des écrivains, sont des gens qui ont voulu s'exprimer, qui sont très bien exprimés. Et Nourricier, peut-être un des plus grands critiques, plus un bœuf. Néanmoins, je ne peux pas ne pas dire mon malaise, le malaise que j'éprouvais avec lui, cet homme qui avait un air d'inquisiteur, qui m'observait, et il voyait en moi un arriviste, il n'avait pas tort, j'étais un arriviste, mais il le montrait trop, que j'étais un arriviste. Et donc, j'étais un peu comme lui, je lui ressemblais, et vous savez, il y a des gens qui détestent qu'on leur ressemble. Voilà. Mais moi, j'étais un arriviste sentimental, alors que lui, je pense que je n'étais pas si sentimental que ça. Oui, c'est un ami au sang-froid. Oui, c'est un poisson froid, mais en même temps, c'est un admirable écrivain. Donc je crois avoir tricoté entre les deux, entre l'admiration et en même temps mon souci de ne pas mentir ni à moi-même, ni au lecteur, en faisant des portraits qui ne sont pas des portraits qui correspondent à une vérité. Voilà. Moi je crois qu'écrire, c'est chercher une vérité. Et aussi bien sur moi-même. J'aurais pu très bien vous dire, comme les gens le croient, que j'appartenais à la très grande bourgeoisie, que mes parents étaient très riches, qu'ils avaient une Rolls. Aujourd'hui, il y a des gens qui le disent. Bon, Malraux l'a dit, qui est un homme remarquable. Il a fait croire des tas de choses sur son père, qui était directeur de banque. C'est entièrement faux. Mais en même temps, ça m'émeut de la part de Malraux, parce que je sens que la blessure était encore plus profonde que la mienne. Mais moi, je dis la vérité. J'étais fauché. Je vivais dans une chambre de bonne, qui sentait en plus le graillon. Vous voyez, c'était pas terrible. Mais au fond, je m'en fiche. Parce que ce qui m'intéresse, au fond, dans ces blessures, c'est d'avoir pu les surmonter. Je continuerai à vivre dans une chambre de bonne, peut-être que j'aurais du mal à le dire. Mais, bon, j'ai un peu plus qu'une chambre de bonne. J'ai 2 chambres de bonne, donc 3. Bon, et donc, et ce qui est important, c'est pas ça,
c'est l'accroissement, c'est ce que j'ai gagné. Et j'ai gagné vraiment mon grand combat, ça a été d'écrire et publier des livres. Et ma première vraie naissance, ça a été la publication de mon premier livre. Ça n'a pas été le reste. Ça n'a pas été le prix Interallié, ni le prix Renaudot, ni l'Académie. C'est d'avoir vraiment de m'être inscrit dans cette chevalerie qui pour moi était la plus chevalerie la plus importante, c'était d'être avec les. Là, vous avez réalisé votre rêve. Non, je n'ai pas réalisé. Si. Ah non, je suis rentré dans la chevalerie, mais après, tout à fait. Tout à fait. Alors, simplement, pour revenir sur cette question, vous dites la vérité, vous parlez des personnes, il y a des personnes qui sont mortes, et puis il y a des personnes qui sont vivantes. Et justement, là, comment vous abordez ça? Par exemple, quand vous avez choisi de parler de François-Olivier Gisbert, de raconter une anecdote absolument tordante à propos de Jean d'Ormesson, ça, je peux vous dire. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire ici. Vous pouvez le dire ici, ah oui. Ben, vous ne le répéterez pas. On peut se marrer un peu quand même. Vous ne le répéterez pas. Vous ne le direz pas à Hélène Carrère en cause. Imaginez, j'étais invité chez Jean d'Ormesson et j'étais venu chez lui avec une jeune fille ravissante. Jean d'Ormesson ne déteste pas les jeunes filles ravissantes. Je crois que vous le savez, tout le monde le sait. Et donc j'étais venu avec une jeune fille ravissante et j'étais dans ma chambre, à côté de la sienne, et le matin, à 8h, la jeune fille va se baigner. Et la porte de la véranda était restée ouverte. Et soudain, moi je suis un peu paresseux, je reste pareil dans mon lit assez tard. C'est pour ça que je ne pourrais jamais rien faire de ma vie, parce que vraiment je me lève toujours très tard. Et j'entends un pas. Et c'était Jean d'Ormesson qui s'approchait, qui voit quelqu'un dans le lit, qui se dit c'est la jeune fille. Il s'approche et il allait lui voler un baiser. Et je vois à 3 cm ses yeux bleus sur moi. Là, c'est toi. Et il s'en va. Et là, après j'étais horriblement gêné. J'ai dit comment on va faire? Et puis, pas du tout. Absolument pas gêné. Alors justement, là, quand vous décidez d'écrire ça dans votre livre, vous pensez, ou avec le portrait de François-Olivier Gisbert, vous pensez aux conséquences que ça peut avoir. Oui. Vous leur avez dit avant de publier le bouquin, au fait, je parle de toi. Oui, alors. Parce que non, ça m'intéresse. Pour Gisbert, je lui ai rien dit, parce que je connais Gisbert, qui est quelqu'un de grand écrivain, grand journaliste, mais quelqu'un de vraiment très compliqué. Je me dis, si je lui montre le livre, j'en aurais jamais fini, ça va être effrayant. Bon. Donc je ne vais pas montrer. Pour Jean d'Ormesson, nos rapports sont vraiment très amicaux. Puis Jean d'Ormesson, je sais que c'est un homme qui a une très grande, à la fois, c'est quelqu'un de très libéral. Voilà, c'est un homme vraiment de liberté. Et quand même, je lui montre le livre, à cause de cette scène, parce que je me suis dit peut-être, maintenant il est marié. Bon, je lui ai montré et il a ri. Il a ri, parce qu'il trouve ça amusant. Vous savez, c'est peut-être l'homme avec lequel j'ai le plus ri. J'ai eu des conversations, Dieu sait, des conversations extrêmement sérieuses avec lui, mais surtout nous avons ri, mais ri à un point, je ne peux pas vous imaginer, nous étions encore il y a 2 semaines en Turquie sur un bateau, et le matin, à midi, le soir, on passait notre temps à rire. Et ça c'est une chose irremplaçable, et une chose encore plus irremplaçable, je crois que jamais, depuis 50 ans que je le connais, eh bien, et les vacances que nous avons passées ensemble, eh bien, jamais je me suis ennuyé avec lui. Et il y a beaucoup de gens avec qui on s'ennuie. Bon, pas à l'Académie, pas à la Procure, mais il y a des gens avec qui on s'ennuie. Non, gardez votre franchise, Joël Noir. Alors, il y a des moments où vous vous êtes vraiment ennuyé, et ça a été des pinceaux, je pense, très difficilement supportables, mais heureusement, vous nous le faites vivre de manière très drôle, c'est les fameuses visites académiques. Il faut être un peu maso pour faire ça quand même. Je le suis complètement. Ah, non mais vous me rassurez parce que je vais discerner ça. Non, mais il y a pire, Nick, vous savez, regardez le monde autour de vous, regardez le monde, il y a pire que les visites académiques. Et puis, les visites académiques, vous savez, l'académie, elle peut vous blesser, mais elle ne vous blesse que dans la superficie, puisqu'elle vous blesse dans votre amour propre. Et c'est toujours bien de blesser dans son amour propre, parce que c'est idiot l'amour propre. Et c'est vrai, alors évidemment, là, je me moque un peu, mais gentiment. D'ailleurs, c'était juste à côté d'ici, c'était en guillemets, d'un grand écrivain, un philosophe catholique, Jean Guiton, qui est un homme merveilleux. Et vous voyez, je ne voudrais pas
qu'il ne reste de lui que ça, parce que c'est vraiment un homme qui a été avec une relation avec les merveilleux acteurs. Enfin, je vais vous raconter la vie. Tout d'abord, il y avait un autre écrivain qui s'appelait Pierre Malot, qui était à l'Académie, qui m'avait donné des antisèches. Pourquoi on ne quitte jamais la classe? Il m'a dit, vous allez voir, il faut lui parler de sa peinture. Très bien. Je prends note, j'arrive chez Jean Vuitton, rue Guillemets, et je vois un vieux monsieur, il a plus de 95 ans, assis sur une chaise, une énorme canne, très solennelle, je m'assois devant lui, et d'un seul coup, je vois sur les murs des croûtes épouvantables, mais c'était atroce, des tableaux, mais hideux. Je me dis, c'est pas possible, je peux... Mais comme quoi je gardais un peu de dignité dans mon arrivisme. Je dis, je peux pas lui parler de sa peinture, c'est impossible, c'est trop moche. Et je me dis, tiens, je vais lui parler de la Vierge Marie. Oui, je ne savais pas que j'allais venir à la procure. Oui, mais c'est beaucoup mieux, Jean-Marie Rouard. Il avait écrit dans le Figaro un article sur la Vierge Marie, et je lui ai dit, votre article sur la Vierge Marie était vraiment sensationnel, quelle femme exceptionnelle, et puis son fils, tout de même, quelle carrière. Quelle carrière. Enfin, je parle, imaginez. Et puis je le vois, il est avec sa canne, il scandait comme ça mes paroles. Je continue, vous voyez, les apôtres, enfin bon, ça dure, ça dure. Et puis d'un seul coup, il me dit, c'est embêtant. Je dis, pardon, maître. Quand un académicien vous dit ça, quand une visite, c'est tragique. Je dis, pardon, maître, qu'est-ce qui est embêtant? Vous m'avez parlé de mes articles. Je m'en fiche complètement. C'est de ma peinture dont il fallait me parler. Malheureusement, maintenant, c'est trop tard. Ah, je fais marche arrière. Je dis, mais maître, vous vous rendez compte? Toute ma famille a baigné dans l'essence de térébenthine de mes deux arrière-grands-pères, mon grand-oncle, ma tante, bref, mon père, mon oncle. C'est vrai, ce qui est vrai. Bref, je fais une marche arrière terrible, je récupère un peu de terrain, et à ce moment-là, il me dit, ah, vous êtes jeune, vous êtes souriant. Ça serait merveilleux, chaque jeudi, de voir quelqu'un de jeune et de souriant en face de soi à l'académie. Vous imaginez mon sourire s'épanouit. Il me dit, évidemment, les gens souriants, on se demande toujours s'ils ne sont pas un peu superficiels. Et alors, la visite se termine, et il dit, vous savez, j'ai hâte de mourir. Oh, je dis, non, maître, vous n'allez pas mourir. Enfin, vous voyez ma voix qui s'enfuyait. Je dis, non, maître, vous n'allez pas mourir, pas si vite. Enfin, d'ici. J'ai hâte de mourir, et vous savez pourquoi? Je dis, non, maître, pourquoi? Quand je me suis présenté à l'Académie, eh bien, Daniel Rops a dit qu'il voterait pour moi. François Mauriac a dit qu'il voterait pour moi. L'un des deux a menti. Eh bien, là-haut, je vais le savoir. Merci Jean-Marie Rouard pour nous avoir donné envie de lire ce livre. Peut-être que vous avez des questions à poser à Jean-Marie Rouard pour les quelques... On ne va pas trop prolonger parce que là, le limbago, ça va... voilà. Mais si vous avez quelques questions... Bon, voilà. Non, mais n'hésitez pas à poser des questions à Jean-Marie Rouard. Vous êtes les bienvenus. Allez-y. Monsieur, je crois que vous avez dit lors d'un de vos passages à la télévision que nous ne savions plus aimer à l'époque actuelle. Je crois que tout le monde se fait son idée des causes de cette situation, mais quelles sont exactement les vôtres? On ne sait plus aimer à l'époque actuelle. Non, je ne crois pas. C'était pas mon style de faire des proclamations comme celle-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Nous ne savons pas aimer », qui est une phrase d'un écrivain que j'aime beaucoup, Luc Dietrich. Et il y a la suite de la phrase, je ne fais pas mon limbago, je m'en souviendrai, mais c'est « Nous ne savons plus aimer, nous ne savons que nous étreindre dans la nuit » ou une chose comme ça qui montre cette espèce de perte au fond de lumière qu'il y a dans nos vies aujourd'hui. Mais je ne dirais pas nous ne savons pas aimer. Je crois qu'en effet, moi, je crois que je ne sais pas aimer, parce qu'on n'aime jamais assez. Penser propre de l'amour, c'est justement, c'est une réponse tellement extraordinaire que nous cherchons, et on est tellement maladroit dans l'amour. Mais ça, c'est le thème de tous les livres. Tous les livres, c'est une tentative pour à la fois tenter d'aimer et tenter d'être aimé. Et il me semble que ça se passe parfois un peu mal. Non, il me semble. Il me semble que ce n'est pas toujours une réussite. Donc, parce qu'il y a des aspirations tellement fortes, il y a des aspirations tellement fortes à l'amour que
que finalement, quelquefois, les gens écrivent d'ailleurs des livres maintenant pour dire que le mariage de raison était peut-être préférable, parce que le mariage fondé sur l'amour, qui est quelque chose de véritable, et maintenant les gens sont déçus par l'amour, parce qu'ils ont cru que c'était... Et ils s'en veulent, parce que quand vous étiez marié, vous conseillez fortement d'épouser une personne. Après tout, vous pouvez en vouloir à vos parents. Alors maintenant, aujourd'hui, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc je pense que c'est vrai que c'est une des grandes causes. Maintenant que le mariage, il n'y a plus ces dits qui étaient très fortes, les dits de la religion, les dits du devoir. Je crois que c'est très difficile. C'est très difficile d'aimer. Voilà. Donc ça, je vous dirais, c'est difficile d'aimer. Mais franchement, c'est une banalité. Je crois que c'est une... il faut... je crois que personne n'est vraiment capable de répondre à l'amour que les gens lui portent. Et d'ailleurs, Balzac l'a dit, il y a une phrase très belle à la fin de la Duchesse de Langeais. Il dit « Il n'y a que le dernier amour d'une femme qui puisse combler le premier amour d'un homme. » C'est à la fin de la Duchesse de Langeais. Merci. Est-ce que dans vos rencontres extrêmement nombreuses, j'en suis sûr, vous avez impressionné par ce qu'on appelle des passeurs, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau humain, je ne sais quoi. Je crois comprendre qu'avec Guiton, vous êtes resté à la Vierge Marie, mais ça n'a pas été très très loin. Mais est-ce que, avec d'autres personnes, vous avez grandi, si je puis dire, sur un plan ou sur un autre? Oui, écoutez, alors vraiment, même avec Jean Guiton, parce que là, j'ai pris les aspects amusants, bon, parce que... mais toute rencontre est, comme vous dites, un passage. C'est quelqu'un qui vous amène à comprendre des choses sur vous-même, sur la vie. Une des plus belles rencontres que j'ai pu faire, c'est avec Jean Renoir. J'ai déjeuné quand j'avais 22 ans avec Jean Renoir. C'est vrai que, alors je ne peux pas vous dire ce qu'il m'a dit, et c'est son contact, sa façon de voir la vie, sa façon de parler, ses films qui étaient en arrière-plan, bien entendu, toutes les personnes que j'ai rencontrées, et je peux dire, je suis en appétit de rencontres en permanence, parce que ce soit les rencontres amoureuses, mais que ce soit, parce que les rencontres amoureuses c'est des rencontres qui vont peut-être un peu plus loin, mais c'est aussi des rencontres spirituelles. Et moi, je trouve que les êtres m'ont toujours beaucoup apporté. Et alors, bien sûr, il y a eu des rencontres à la fois avec des gens qui étaient présents, mais des rencontres avec des morts, avec des gens. Et ce qui est fabuleux, quand on est dans une librairie comme celle-là, dans une bibliothèque, c'est formidable de se dire qu'on peut dialoguer, mais instantanément, avec Tolstoï, avec Balzac, avec Montaigne, avec Platon. C'est extraordinaire. Et tous ces hommes, toutes ces femmes, il y a aussi Karen Blixen, Colette, il y avait vraiment de gens exceptionnels. C'est inouï de se dire qu'on a cette faculté, cette possibilité qui vous est donnée à travers la lecture de voir des gens tellement différents de nationalité, Kawabata, mais Graham Greene, mais des gens, c'est inouï. Moi, je suis fasciné par cette possibilité que nous avons et que nous n'employons pas assez, parce que je pense que c'est une réserve de l'esprit humain infinie. Alors bien sûr, quand on peut rencontrer les gens, mais c'est pas forcément la meilleure façon de les rencontrer. Vous savez ce que disait Oscar Wilde? Voir un écrivain après avoir lu un de ses livres, c'est voir une noix après avoir mangé du foie gras. Bon, c'est vrai quelquefois c'est un peu décevant. Bon, je ne veux pas vous citer les grands écrivains, mais c'est vrai, quelqu'un comme Julien Gracq est un génie. Julien Gracq, il fallait ramer pour parler avec lui, parce qu'il était un petit monsieur très un peu sec, et qui n'avait... Non, il n'y avait pas son génie dans sa conversation. Voilà. Bon, c'est pas important. Hein. L'important, c'est que son génie est placé dans ses livres. Mais donc, il y a aussi des rencontres qui sont... J'ai raconté dans un de mes livres ma rencontre avec Michel Léon, qui s'est très mal passée en 69, quand j'avais été le voir dans le livre de Spezé. Bon, c'est très mal passé. Et en même temps, nous sommes restés amis. Bon, c'est pas la question. Mais les écrivains sont souvent des gens écorchés vifs, difficiles. D'ailleurs, c'est vrai de tous les artistes. Hein.
Et puis, quelquefois, ils ne sont pas, disons, aussi brillants, aussi séduisants que leur œuvre. Tout le monde sait que Stendhal ne faisait pas une grande impression sur ses contemporains. Personne n'imaginait qu'il y avait cette magie chez cet homme un peu gros, qui était un peu, presque un peu vulgaire. Il n'y avait pas cette magie merveilleuse, cette forme d'aristocratie, cette élégance qu'il y avait dans ses romans. Donc voilà. Donc, avec Dormesson, vous avez été comblé. Pardon. Avec Dormesson. Avec Dormesson, oui. Avec Dormesson, on a tout. Là. Séduisant, On a à la fois le foie gras, et Loire, on a tout. Non, mais non, avec Dormesson. Mais c'est vrai que c'est mais ce que j'ai aimé chez Dormesson, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas parce que c'était un aristocrate. Non, personnellement, je m'en fiche complètement. Et je crois que lui-même s'en fiche un peu. Et je crois que ce que j'ai aimé chez Jean Dormesson, c'était une littérature vivante. Voilà, c'était un écrivain vivant. Et quand on était avec lui, on avait l'impression de se soulever du sol. On n'était pas dans la réalité prosaïque. On ne semblait pas parler des notes du gaz, de l'électricité, des impôts, la phobie administrative. Bon, on est là, on nage dans une apesanteur merveilleuse. On est dans une littérature, j'ai l'impression de rentrer peu à peu dans un roman de Stendhal, de Tolstoï. Voilà, on est dans ce monde que j'aime. Et j'aime le retrouver avec, en effet, les écrivains. Mais tous les écrivains ne sont pas comme Jean Dormesson. Il n'est pas écorché non plus. Je crois que je suis plus écorché que lui. Je crois que c'est un homme qui a une très grande force. Très grande force. Curieusement, c'est un homme qui, sûrement, il a ses blessures, comme beaucoup de gens. Vous savez, il a perdu sa mère, il adorait sa mère. C'est un point commun que nous avons tous les deux adoré notre mère. Eh bien, non, bien sûr, il a eu des tas de blessures, mais c'est un homme très fort, et puis de toute façon, il ne les exprime pas. C'est peut-être une grande différence. Moi, je suis un romantique qui passe mon temps à montrer mon cœur à tout le monde, de regarder que je suis malheureux. Mais enfin, voilà. Et tandis que lui, il dissimule son cœur. Ça, c'est vrai, c'est un peu une différence. Et d'ailleurs, moi, je raconte toutes mes peines de cœur, il ne me raconte aucune de ces peines. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que nous arrêtions, madame? Oui, moi je voudrais parler à monsieur, que je salue, de mes notes de gaz et d'électricité, bref, du vivant, de la vie. Oui. Et je suis, comment vous dire, vous présentez les écrivains, vous les avez cités, vous-même, mais avec beaucoup de, comment on dit, une simplicité, une modestie, qui est le grand mot à la mode. Alors, une modestie, c'est quelque chose d'assez fabuleux, parce que ça permet de dire, moi, aujourd'hui, je n'accepte pas, monsieur, là, en sortant de cette librairie, il y a un homme qui a les yeux complètement boursouflés, qui demande, là, si on peut lui donner un peu de sous, parce qu'il n'a pas la CMU, il est malade et il ne peut pas se payer ses frais. Bon. Donc, moi, j'amène ça dans la librairie. C'est pour moi, il n'y a pas une antinomique. Quand j'ai passé des examens, on m'a demandé, pour rentrer dans une école d'éducateur, pas loin d'ici, pouvez-vous traiter le sujet suivant? À votre avis, vaut-il mieux être un ouvrier penseur ou un penseur ouvrier? Donc, est-ce que vous pouvez formuler votre question, s'il vous plaît, madame? J'ai pas de question, Ah, monsieur. c'est dommage. Je n'ai pas de question, je cherche des réponses à ma propre vie, mais surtout, je trouve absolument insupportable la dizaine et la kyrielle de livres, d'expertise de tout niveau. On est dans un pays qui fourmille d'intelligence et de sensibilité, la vôtre, monsieur, d'ailleurs, et il y a une séparation entre ça et moi j'aimerais qu'il y ait... Bon, alors j'ai bien senti la question qui était derrière votre absence de question. Merci, Laurent. Non, mais vraiment, je crois que vous vous adressez, en vous adressant à moi, pas à la bonne personne. Moi, c'est vrai que je suis un privilégié. Attendez, je vous dis, je suis un privilégié. C'est vrai, je suis un privilégié d'abord parce que j'ai réussi à écrire et à faire, finalement, dans ma vie, quand je vais à mon bureau, d'ailleurs je vais au bureau, eh bien, que ce soit comme journaliste ou comme écrivain, je suis enchanté. Je suis enchanté par ce que je fais, parce que c'est merveilleux de faire exactement... Moi, je paierais pour être édité, je paierais pour faire du journalisme, et je suis payé. Vraiment, c'est vraisemblable. Bon, donc je suis un privilégié. Mais, je vous promets que
mon souci, ça a été justement de savoir que j'étais un privilégié et de ne jamais oublier les gens malheureux. Et de jamais les oublier. Pourquoi est-ce que j'ai milité en faveur des prostituées? Franchement. Pourquoi est-ce que j'ai milité en faveur de Maradad et que j'étais condamné à 100 000 € de dommages et intérêts? Pourquoi je me suis intéressé à un homme qui avait été ruiné par les compagnies pétrolières et que j'ai attaqué les compagnies pétrolières qui m'avaient amené à être viré une première fois de Figaro, pour être viré une deuxième fois pour avoir défendu Maradad? Vous voyez? Donc je pense que je suis égoïste, comme beaucoup d'écrivains, je crois que je ne suis pas le plus égoïste et que j'ai tenté, autant que je pouvais, d'aider les gens dans le malheur. Et je pense que je ne fais pas ça par... je fais ça parce que je considère que c'est la mission de tous les écrivains, de tous les hommes publics, c'est d'essayer de soulager un peu la misère qui est autour d'eux. Et ça a été le cas d'hommes aussi exceptionnels que l'a été Émile Zola, ça a été le cas de Victor Hugo, ça a été le cas de Mauriac, il faut voir le combat de Mauriac contre la torture, ça a été formidable. Ça a été le cas également de Voltaire, il faut voir tous les combats qui ont été menés par Voltaire. Donc, vous savez, je comprends très bien ce que vous voulez dire, que la misère est une chose qui est intolérable, bien sûr, mais en ce qui me concerne, je ne dis pas que je passe mon temps à aider les malheureux, c'est vrai. Et un écrivain, d'une certaine façon, il essaie de soulager d'autres peines. Quand il parle au lecteur, il essaie aussi de leur faire aimer la vie. Parce qu'on ne peut pas rester obsédé par le malheur des autres. Il faut aussi pouvoir aimer la vie. On a en charge des enfants, des conjoints, des gens autour de soi. Il faut leur faire aimer la vie. Il faut, d'une certaine façon, leur montrer que la vie peut être belle et qu'elle mérite d'être vécue. Eh bien moi, mon objectif, comme artiste, c'est d'essayer de faire aimer la vie sans oublier le malheur des autres. Merci Jean-Marie Moire, on va s'arrêter là. Je rappelle